Ok, on est prêt à commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents à notre webinaire aujourd'hui. La session porte sur l'efficacité du DOOH programmatique. Nous allons évoquer la manière de mesurer le succès de campagne dans ce canal, les considérations relatives aux données dans la mesure et le ciblage. Nous partagerons également quelques études de cas pour vous inspirer et pour montrer ce qui est possible. Présentation rapide de ma part. Je m'appelle Georgia, je suis responsable des partenariats ici chez View et je travaille avec des propriétaires de médias à travers la France pour les accompagner dans leur parcours programmatique et je serai votre modérateur aujourd'hui. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, View est un SSP connectant les DSP à l'inventaire DOOH Premium dans le monde et nous sommes actuellement présents sur 18 marchés. Quelques points à noter avant de commencer. Premièrement, cette session est enregistrée. Et deuxièmement, veuillez soumettre vos questions via la fonction Q&A, donc questions-réponses, que vous devriez voir au bas de votre écran. Et ceci est ouvert tout au long de la session et nous les passerons en revue à la fin. Passons maintenant à Valérie et Laure qui vont se présenter. Bonjour, je suis Valérie Descamps, donc CEO de Média Transport, qui est la régie publicitaire donc en affichage papier et de plus en plus numérique dans les environnements de transport public. Et bonjour, je suis Laure Malhergue, la fondatrice de Displace, qui est un DSP spécialisé dans l'affichage digital et qui permet de rendre accessibles les campagnes en affichage digital pour les agences et pour les marques. Merci à toutes les deux. On est donc prêt à débuter cette session. Commençons par la première question pour Valérie. Celle-ci, elle est pour vous. Donc, l'introduction de la programmatique dans les opérations de média transport en 2022 pourrait être considérée comme annonce d'une nouvelle transformation progressive pour l'entreprise. Pourquoi l'entreprise a-t-elle décidé de faire cela et quels effets avez-vous constatés jusqu'à présent? Alors, une nouvelle transformation sans doute, mais assurément la poursuite d'une stratégie entamée il y a déjà plus de 10 ans, avec la conviction que notre média, donc la publicité extérieure, devait évoluer vers la digitalisation. Donc en fait, nous, on a commencé la digitalisation de nos espaces, d'abord dans le métro, puis dans les gares, dès 2008, avec les premières installations d'écrans numériques. On pourrait assimiler ces écrans à nos devices ou hardware, comme vous préférez, pour faire une analogie. Et il s'agit maintenant de poursuivre, évidemment, le déploiement des écrans digitaux dans les différents espaces que nous occupons, donc principalement le métro parisien et toutes les gares de France, mais pas que. On est aussi présent dans le métro de Marseille, de Rennes et de Lille. Donc, on continue le déploiement des écrans numériques, mais maintenant, il s'agit évidemment d'en utiliser tous les avantages. Et les avantages, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment justement ce média qui est toujours un média super puissant, avec un reproche, une objection principale qui était son manque de flexibilité, comment, grâce à la digitalisation de nos inventaires, on va pouvoir demain proposer une offre de valeur aussi ciblée, aussi souple que celle qui est proposée aujourd'hui par l'heure du digital. Donc, c'est la suite logique, en fait, de notre conviction et de notre stratégie entamée il y a déjà longtemps. Et le programmatique, je dirais que c'est pas la dernière brique, mais un petit peu, parce que maintenant qu'on a les écrans, maintenant qu'on arrive à avoir une audience quasiment en temps réel, on peut, nous aussi, proposer notre inventaire sur des plateformes dynamiques qui, évidemment, vont permettre aux annonceurs d'utiliser ce média soit pour la première fois ou soit, en tout cas, très différemment. Donc oui, c'est une évolution majeure parce que le mode de commercialisation, pour nous en tout cas, acteurs de la publicité extérieure, est totalement nouveau. Il n'est pas pour les acteurs du digital web, mais pour nous, c'est une évolution très importante. Et j'ajoute, pardon, que donc, nous, on a commencé véritablement
à travailler, à commercialiser sur le programmatique l'année dernière. Vraiment, après avoir fait plusieurs POC, comme on dit, avec différents acteurs. On a évidemment travaillé avec View. Ça a été la première SSP avec laquelle on a décidé de commercialiser nos espaces, et puis aussi Hivestack. Et aujourd'hui, on compte à peu près une petite dizaine de DSP. Et on compte évidemment élargir encore ce nombre de partenaires. Un chiffre et rien qu'un seul. L'année dernière, le programmatique, ça a démarré en cours d'année au printemps dernier. Ça va faire pile un an aujourd'hui. Ça a représenté à peu près 2% de notre chiffre d'affaires, ce que je considère être bien, un très très bon début. Et on espère cette année, puisque à l'heure où je vous parle, on a ouvert l'intégralité de notre inventaire digital aux plateformes, aux SSP. Donc, on a des ambitions plutôt fortes cette année de tripler, voire de quadrupler notre chiffre d'affaires. D'accord. Merci beaucoup Valérie pour votre réponse. Et en ce qui concerne le DOH programmatique, quelles sont les principales similitudes et différences dont les annonceurs doivent être conscients lorsqu'ils le comparent à d'autres canaux programmatiques ou publicitaires? Laure, je vous invite à prendre la parole. Merci. Alors, la première similitude, c'est celle qui a permis de rendre le DOH comparable, c'est le coût à l'impression. C'est le fait qu'on achète au CPM et ça permet d'ajouter le DOH à n'importe quel plan omnicanal. Donc ça, c'était la première condition pour que ça puisse permettre aux marques de l'intégrer dans leur promédia, de le comparer en termes de prix et d'efficacité. Et je pense que vous avez tous déjà vu des panneaux DOH dans l'univers de Valérie dans le métro, par exemple. On voit que c'est un format vidéo extérieur extrêmement impactant. Et en général, la première surprise pour des marques, c'est son coût. Il est très compétitif vis-à-vis du mobile ou vis-à-vis de la vidéo. Donc, on se situe en moyenne entre 8 et 15 euros. Et c'est vrai que on a essayé de nous faire oublier ces dernières années que le format, l'impact et l'attention, ça compte. Toucher une audience seule, ça garantit pas le succès. Il faut encore être vu. Et finalement, à CPM égal ou inférieur, les marques comprennent vite que le DOH est très efficace économiquement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une grosse différence à prendre en compte, par contre, c'est que le DOH, c'est un média de personnalisation. C'est pas un média de personnalisation, c'est un média de masse. Donc, c'est un device qui est public. Il permet de cibler avec puissance des flux de population. Mais c'est pas un média qui est comme un média sur un device personnel, donc qui va permettre de toucher une personne, un cookie avec le DOH. Ce serait plutôt contre-productif pour le coup et peu rentable. Vous imaginez dans le métro, une diffusion vidéo, ça peut toucher des centaines de personnes. Donc, avec la data maintenant, et on va en parler tout à l'heure, on peut comprendre beaucoup plus précisément les caractéristiques, le mindset de cette centaine de personnes à une station de métro à une heure précise de la journée. Mais leur parler en DOH, c'est le moyen le plus efficace de toucher une aussi forte proportion, par exemple, de notre cible de 18-25 ans qui est en virée shopping le samedi, mais c'est pas et de leur donner une intention de se donner rendez-vous, en magasin. C'est pas un média pour lequel on va personnaliser et essayer de toucher une seule personne. Et ça, c'est important de le garder en tête. On est plutôt dans des stratégies de campagne où on va plutôt ensuite, après le DOH, recibler sur un device personnel pour guider jusqu'au magasin. Mais c'est important de garder ça en tête, cette différence quand on construit les plans médias. Et puis une autre différence, c'est que les plateformes DSP, elles ont permis de rendre très accessible le média DOH, d'en libéraliser l'accès, que ce soit accessible pour tous les budgets, que ce soit aussi simple que de poster sur un réseau social ou de faire une campagne mobile, mais le média DOH reste quand même le même s'il devient programmatique. Et si la cible peut être restreinte, il faut quand même de la répétition pour que ça fonctionne. Et donc ça veut dire que ça à prendre en compte. Il faut un minimum de répétition pour que la campagne soit performante, qu'elle soit efficace. Donc ça veut dire un budget qui permette d'avoir cette répétition sur la cible qu'on a choisie. Donc attention,
à avoir des budgets qui sont en conséquence avec l'objectif qu'on s'est fixé de performance sur la cible. Donc, on adapte un budget. C'est pas le même si on est en local, si on est en national, si on est en européen. Il faut des budgets conséquents si on veut pouvoir avoir une efficacité en termes d'augmentation de KPI de marque, mais même que ce soit de visite en magasin. C'est important cette répétition et donc ce budget à prendre en compte. Si je peux me permettre de compléter les propos de Laure, donc c'est vrai que les similitudes, Laure a en parlé. En fait, on a toutes les particularités de souplesse, de flexibilité, de monitoring en temps réel des campagnes sur programmatique. Donc ça, c'est quand même une avancée énorme pour le média de l'affichage, qui, comme je disais tout à l'heure, était parfois pas retenu justement à cause de son manque de souplesse. Donc ça, c'est très important d'avoir progressé là-dessus et d'avoir atteint les mêmes caractéristiques en fait des fonctionnalités digitales web. Pour autant, Laure a raison d'insister, le média reste de l'affichage. Donc on ne peut pas, en termes d'utilisation, se dire qu'on est sur du one-to-one. On reste un média de masse, on l'assume, on en est d'ailleurs très fiers, on cultive cette différence de toucher des millions de personnes chaque jour. Mais c'est vrai que dans l'usage de la campagne, dans l'élaboration des campagnes, il faut effectivement garder en tête que c'est un média, en tout cas dans les transports en commun particulièrement, qui nécessite beaucoup de répétitions. Donc c'est effectivement très important de l'avoir en tête. Parfait. Merci beaucoup. Laure, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou je passe à ma prochaine question. Non, je pense que pour moi, c'est clair sur les similitudes et les différences. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, il y a clairement plusieurs avantages et désavantages entre le DEH programmatique et les autres canaux programmatiques, ce qui m'emmène à ma prochaine question. Donc, d'après notre rapport State of the Nation 2022, l'un des défis que nous constatons avec les annonceurs qui envisagent le DEH programmatique, c'est qu'ils ont des questions sur la façon dont il est mesuré et attribué. Comment votre équipe mesure-t-elle le succès du DEH programmatique et quels outils et types de mesures sont disponibles? Je propose à Valérie de commencer. Écoutez, nous, on a effectivement développé des mesures d'audience propres aux environnements indoor et propres aux environnements de transport, qui sont évidemment certifiés par le CESP. Et ça, je crois que c'est, je dirais, la condition principale pour exister dans ce milieu. On est dans un monde, dans le digital, où les audiences ont été, et elles le sont encore d'ailleurs encore aujourd'hui, assez contestées. Nous, on fait vraiment un travail d'élaboration extrêmement sérieux. Donc, voilà, ça nous permet en fait aujourd'hui d'avoir des audiences relativement précises, par groupe d'individus, par centre d'intérêt, qui sont, encore une fois, je le répète, certifiés par le CESP et qui nous permettent d'avoir des garanties d'audience auprès du marché qui sont, me semble-t-il, assez essentielles. Laure, tu peux compléter évidemment, mais en tout cas pour nous, c'est ce qu'on fait depuis des années. Oui, ça, la mesure d'audience, c'est effectivement le point le plus fondamental parce que en termes pour être efficace, déjà, faut bien délivrer sur les audiences qui ont été effectivement promises et faut qu'on puisse correctement comptabiliser et donc toucher le bon nombre d'impressions. Sur Displace, en fait, la première mesure activée, c'est le brand lift. C'est une mesure qui permet de mesurer l'impact sur des KPI de branding. Puisqu'on a dit tout à l'heure que le média DOH est un média de masse qui permet de toucher énormément des millions de personnes. Une des premières mesures, en fait, sur des campagnes DOH, ça va être de mesurer efficacement s'il y a une augmentation sur la notoriété, sur l'image de marque et sur la considération.
Donc, c'est une mesure qui n'a pas été inventée par le DOH, justement, qui est présente pour tous les médias. Et ça va permettre de comparer, en fait, les performances, justement, entre plusieurs canaux d'un même plan média, ou même encore plus intéressant, de comprendre le gain additionnel qui a été apporté en combinant le DOH avec d'autres médias comme le mobile ou comme le social. Donc, le fait qu'il y ait un standard sur cette mesure de brand lift, ça va permettre de le comparer encore une fois, d'en mesurer l'efficacité. Et nous, on a vraiment activement participé à l'industrialisation de cette mesure, puisqu'on est un des premiers DSP à avoir totalement automatisé et rendu accessible au CPM avec un tiers mesureur qui est Apidemix, sur notre plateforme la mesure du brand lift. Donc, on a un très fort pourcentage des campagnes qui sont mesurées. C'est très facile. On active directement l'option dans la plateforme et on a directement l'analyse en fait de comparaison entre les personnes qui ont été touchées par la campagne et les personnes qui n'ont pas été touchées par la campagne, qui sont vraiment exposées, non exposées. On va mesurer en fait en leur posant des questions, des surveys. Est-ce qu'ils connaissent mieux la marque? Est-ce qu'ils en ont une meilleure image? Est-ce qu'ils considèrent davantage l'achat du service ou de se rendre en magasin, par exemple. Et on a plus de 70 campagnes qui ont été mesurées. On a un benchmark programmatique DOH maintenant et on voit que c'est très performant, notamment sur la considération. Et c'est là où on voit, comme le dit Valérie, qu'on est vraiment sur un média qui est entre l'affichage, qui est vraiment un média de couverture de masse, et le digital plus flexible, etc. Parce que la KPI sur lequel on est le plus performant en DOH programmatique, c'est la considération. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'entonnoir, on reste dans la partie branding, mais sur la partie activation. C'est-à-dire, je vais me rendre en magasin, je vais aller sur le site Internet ou sur l'application de la marque. Donc ça, c'est la première mesure, c'est vraiment le brand lift. Ensuite, on mesure l'étape d'après, c'est-à-dire est-ce que le drive to store, toujours par cette même technique, on fonctionne vraiment en exposé, non exposé de la même façon, et on regarde si les gens se sont rendus en magasin également. Et donc ça, c'est l'étape encore juste après la considération, c'est-à-dire ils ont dit être intéressés pour y aller, est-ce qu'ils y sont allés, est-ce que ça a augmenté le nombre de visites dans le magasin? Et ça, c'est la deuxième mesure disponible et un petit peu standard qu'on a en programmatique DOH qui vont permettre de vérifier l'efficacité des campagnes. J'ajoute quand même, parce que là, on ne l'a peut-être pas assez précisé, mais au-delà des audiences certifiées, évidemment, les avancées aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'audience quasiment en temps réel, donc on y est quasiment, puisqu'on a installé des boîtiers sur nos mobiliers qui permettent de collecter de la data en temps réel. Je voulais insister sur le fait que, bien sûr, tout ça est RGPD, tout ça est CNIL compatible. Ce sont des comptages quantitatifs extrêmement importants qui permettent de comprendre en fait le parcours d'un voyageur, mais à aucun moment je n'ai d'indication sur son identité. Donc je voulais quand même le préciser, parce qu'on parle de drive to store, etc. Effectivement, on arrive à avoir aujourd'hui une modélisation en fait du parcours qui est hyper précis aujourd'hui. Tout ça, évidemment, RGPD. C'est important de le préciser quand même. Ouais, merci beaucoup, c'est très clair. Donc, pouvez-vous me donner un excellent exemple de campagne DOH programmatique et quels sont quelques exemples de différents types de mesures? Oui, alors on a préparé trois success stories sur 3 cas de campagnes différents. On va voir s'afficher à l'écran. On a d'abord la campagne Aven. Voilà, qui s'affiche maintenant. Donc, la campagne Aven solaire, c'est une campagne qui a été réalisée l'été dernier sur un univers urbain et de métro-train. C'est pour Aven solaire. Donc, c'est intéressant parce qu'elle va combiner 3 types de ciblage et ensuite on va pouvoir en vérifier les résultats dans l'efficacité. Donc en fait, Aven Solaire d'abord souhaitait activer sa campagne quand c'est le plus efficace pour elle et c'est quand en fait l'indice UV est supérieur à 3. En fait, c'est quand il y a du soleil que les gens, c'est un achat assez immédiat, pensent à acheter de la crème solaire. Donc ça, ils le savent et donc on l'a retranscrit avec ce levier de campagne-là, le triggering, ce qu'on appelle. Donc triggering météo, on vient vérifier au niveau de chaque panneau
quel est l'indice UV, et si l'indice UV est supérieur à 3, donc si on est sur un temps qui est ensoleillé, la campagne va être diffusée. Donc ça permet pour la marque de diffuser uniquement quand c'est intéressant économiquement pour elle et quand les conditions sont réunies. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est plutôt des femmes de 25 et 54 ans qui achètent les crèmes solaires. Donc en fait, on a activé un ciblage d'audience avec AdSquare quand en fait, au moment de la journée où ces flux de population, femmes 25-54 ans, sont les plus fréquents. Et donc ça nous a permis, pareil, de ne dépenser le budget que quand on est auprès d'une bonne audience, une audience qui est celle qui achète les crèmes solaires. Et la dernière chose, c'est que comme on est sur un achat immédiat, il faut qu'il y ait un point de vente des Aven solaires aux environs. Donc on a activé cette fois un ciblage de proximité avec les POI pour vérifier que le panneau était bien situé dans une zone où il y avait des crèmes solaires qui étaient commercialisées, donc plutôt des parapharmacies qui nous a été communiqué directement par la marque. Donc là, on a, on va dire, 3 conditions extrêmement pertinentes pour la marque. Et on voit tout de suite que dans les résultats, c'est la slide suivante. On voit dans les résultats que ça paye puisqu'on a 16 points de notoriété supplémentaire qui a été gagné. Donc, quand on compare les exposés et les non exposés, toujours ce système de brand lift avec Epidemix. Et surtout, la considération qui est extrêmement forte sur cette campagne, plus 61% des gens qui ont été exposés à la campagne ont considéré Aven comme une marque pour acheter les produits solaires. Sur la prochaine campagne, donc c'est la next slide, c'est une campagne un peu plus classique avec Europe Assistance. Ce qui était intéressant, c'est que là, ils ont vraiment joué avec le média de masse, donc des environnements avec de fortes affluences de personnes qui vont partir en vacances, donc les trains, les aéroports notamment. Pour expliquer que justement on doit prendre une assistance et on peut s'en passer sauf quand on en a besoin. Donc ils mettent en avant ça. Là, c'est le côté vraiment vidéo impactant et la proximité avec les endroits. Et c'est surtout pareil de très bons résultats sur la performance qu'on voulait montrer. Donc c'est la next slide. Sur la performance, on voit qu'on a toujours au-dessus de 50 points de considération à l'achat de Europe Assistance et plus 19 points, c'est quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, mais la partie image de marque, la partie avoir une image positive, le fait de la mettre en vidéo sur des formats impactants, ça permet d'augmenter beaucoup aussi l'image positive de la marque dans ces forts lieux de trafic. Et la dernière campagne, le dernier business case est un business case, c'est la next slide avec Puma. Puma, cette fois, en fait, souhaitait promouvoir des chaussures de sport. Donc, on avait un ciblage assez précis d'audience sur les gens qui pratiquent le running. Donc, c'est un segment, on a mis un score d'affinité très haut puisqu'on a été uniquement dans des lieux qui étaient 3 fois supérieurs à la moyenne en termes par rapport à cette audience. Et donc, ensuite, ça nous a permis aussi on a une optimisation en temps réel. Donc, l'optimisation en temps réel, ça permet vraiment d'afficher aux endroits et à l'heure où cette audience de runner est fortement présente. Et là, on a fait quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a comparé la performance de 2 créas. On pense souvent à régler, et à ajuster, à optimiser en fonction de l'audience. Il y a un deuxième levier qui est extrêmement puissant, en fait, c'est la créa. Et entre 2 créas, il peut y avoir des scores de performance vraiment différents. Et on le voit sur la next slide. En fait, on a plus 21 points. On a une créa qui est beaucoup plus compréhensible dans un cas et donc qui amène à 18 points de considération. Donc, on voit qu'on a c'est la campagne qui a le mieux fonctionné. Et on voit sur l'autre, comparé à l'autre créa, donc c'est la créa numéro 2, qu'elle est un petit peu moins compréhensible. Et donc, on a 15 points seulement de compréhension de la créative. Et ça amène à une considération plus faible, uniquement plus 12 points de considération.
versus plus 18 points. Donc, on gagne 6 points de considération. C'est énorme, en fait, 6% de plus de personnes qui considèrent l'achat de Puma pour leur prochain achat de chaussures. Donc, pensez aussi aux messages et on peut maintenant post-tester différents messages, différentes créas. Encore une fois, avec un budget conséquent qui nous permet de pouvoir toucher à cette personne, d'exposer à cette personne, ça permet d'optimiser sur une deuxième session, de gagner 6 points en fait avec une créa qui est plus performante. Alors, nous, de notre côté aussi, on a un panel voyageurs composé de 300 individus et on a un partenariat avec Illigo qui nous permet de post-tester aussi très, très fréquemment toutes les campagnes. On a à disposition aujourd'hui, pour ceux que ça intéressera, à peu près 500 digiscores de campagne. Et effectivement, c'est assez systématique. On voit que tout ce qui est considération, incitation, reconnaissance sont vraiment des indicateurs sur lesquels on arrive vraiment à faire la différence. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter parce qu'on a pas mal d'éléments là-dessus à communiquer. Merci. Et comment Displace collecte les données d'audience et aussi comment les utilisez-vous pour un ciblage d'audience réussi? Alors, Displace, on est très investi dans la data. On a 2 axes. Donc, la première, c'est une data qui est assez standard dans le DOH, qui est la data mobile, qui nous aide à comprendre les flux d'audience autour des lieux. Et donc, on est un des premiers DSP en fait à avoir totalement intégré cette donnée d'audience mobile à l'heure, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le cas par exemple des runners. Et donc, sur des centaines de cibles, on a effectivement des scorings de panneaux à l'heure. Ça nous permet d'optimiser, de régler la pression sur ces cibles-là en temps réel dans la plateforme. Donc, ça, c'est le premier axe. La data mobile dans le DOH est beaucoup utilisée puisqu'on est en mobilité et ça permet de comprendre toujours dans un contexte RGPD, puisque comme l'a dit Valérie, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même on est sur des grandes masses. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est les flux de population dans leur ensemble. C'est pas une personne en particulier, puisqu'on ne saurait pas de toute manière la traiter en DOH. Donc ça, c'est le premier type de données qu'on utilise et qui est relativement standard dans le DOH. La deuxième donnée, et donc ça, c'est vraiment spécifique à Displace. En fait, on a développé notre propre data management platform qui est dédiée à l'OH. Donc, ça va nous permettre de capter des data first et second party aussi, parce que le DOH, c'est un média d'emplacement et de contexte. Pour nous, l'emplacement, le contexte, c'est un peu les nouveaux cookies. C'est ça nativement, en fait, dans le DOH. Il n'y a pas de cookies et en fait, on s'est tout de suite intéressé en fait aux emplacements, comment les gens évoluent autour de ces panneaux. Et dans certains environnements, dans les transports notamment, dans les aéroports, dans les centres commerciaux, il y a une data qui est encore plus spécifique que la data mobile, qui va aider encore mieux à comprendre les environnements, comprendre ce que les gens achètent, à comprendre comment en fait les flux de population arrivent dans les aéroports. On va être capable, par exemple, en se connectant au flux d'arrivée de trafic aérien, de pouvoir savoir en fait exactement à quel moment dans un aéroport des touristes en provenance de la Chine vont débarquer et donc être capable de les suivre dans l'aéroport parce qu'à ce moment-là, la répétition, elle va être uniquement pendant le moment où ils sont à l'aéroport. On va pas pouvoir, ils vont pas revenir. Donc en fait, on va devoir mettre un gros impact budgétaire juste sur cette cible-là à ce moment-là. Donc nous, on travaille énormément sur cette nouvelle donnée. Une donnée en fait qui existait déjà, la donnée des aéroports, on l'a pas inventée, elle existait déjà, la donnée des centres commerciaux aussi, simplement par la structuration de cette donnée-là au sein d'une DMP dédiée à l'OH, dédiée à la compréhension des audiences et des lieux, qu'on connecte notamment aux médias honneurs, mais aussi mais aussi par exemple à des centres commerciaux ou à des aéroports, ça va nous permettre d'accéder à cette data extrêmement précise, extrêmement robuste, qui va nous permettre de bien comprendre les endroits et d'optimiser les campagnes. Ce qui est assez intéressant dans notre média, c'est qu'on a une approche quasiment inversée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le monde du digital,
On s'intéressait à l'individu et on essayait de comprendre où il allait en termes de navigation. Chez nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la data première, la data fondamentale et celle qui est le plus recherchée en plus par les annonceurs, c'est la géolocalisation. Et c'est vrai que l'affichage, c'est un média qui est nativement géolocalisé. Son ID, c'est son emplacement dans tel couloir, sur tel quai, dans tel hall de gare. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, en fait, à partir du moment où on maîtrise complètement, on a notre SDK à nous, qui est complètement fixe, si j'ose dire, et ben, on cherche à savoir ce qui se passe devant, en fait. Qui passe devant nos écrans? Combien de temps reste-t-il dans des environnements de transport? Il y a des temps d'attente en gare, évidemment, qui sont plus importants que dans le métro. Mais dans le métro, il y a des particularités de circulation, notamment dans les hubs, dans les hubs de correspondance. Puis sur les quais, on n'est pas tout à fait de la même façon que dans un couloir. Bref, c'est en fait, je pense que là encore, on a à peu près les mêmes procédés, Laure, par rapport au digital, mais on ne cherche pas la même chose. En fait, c'est là où ce média est vraiment particulier. Il a une place tout à fait singulière. C'est qu'il a beaucoup d'avantages d'autres médias, du digital, de l'affichage, bien sûr. On parlera peut-être aussi de la télévision. Mais en fait, dans l'usage, dans l'utilisation, les choses sont assez ils sont très différentes. Mais il faut bien comprendre que la force première de ce média, ça reste quand même sa localisation et quelle est la dynamique en fait devant chaque emplacement. Merci, je vous remercie. Valérie, du point de vue d'un propriétaire de médias, c'est un public assez spécifique qui est joignable à l'inventaire de médias transport. Pouvez-vous me parler de cette audience unique? Quelles données détenez-vous et comment cela peut être-t-il appliqué aux campagnes? Déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Laure. C'est vrai que c'est un média, faut le dire quand même, sans cookieless. Donc, et puis aussi, moi, j'aime bien rappeler qu'on n'a pas de adblocker. C'est important de dire ça parce que justement, la particularité de notre cible, pour ces deux raisons, entre autres, fait qu'on a non seulement un public extrêmement puissant, on ne peut pas cumuler les chiffres, mais la SNCF, c'est plus de 10 millions de voyageurs par jour. Et la RATP, si vous prenez le métro, le bus, le tram, c'est à peu près l'équivalent, même un peu plus. Donc, c'est quand même des flux qui sont dignes de la télévision à la grande époque, tous les jours. Et en plus, dans sa structure, on touche des jeunes actifs urbains. Donc, c'est vrai que ça fait un terrain de jeu absolument unique. Il n'y a pas d'autres médias, je peux l'affirmer sans aucune difficulté, il n'y a pas d'autres médias qui soient aussi puissants sur les sites de jeunes actifs urbains que les environnements de transport public. Donc, ce qui rend ce média évidemment très intéressant, puisqu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver les jeunes. Ils sont a priori sur le digital, mais pas mal à bloquer. Donc, oui, c'est une particularité dont on est assez fiers et qui nous permet d'avoir justement des campagnes alors, qui sont pas mal utilisées sur le web mobile en particulier. C'est vrai que nous, on a rapidement considéré qu'il y avait des analogies à faire entre le format Instagram, pour ne pas le citer, et le format DOH dans le métro et dans les gares. Donc, on a pas mal de similitudes sur des territoires qui sont le territoire des jeunes. Ça fait vraiment la particularité de nos cibles. Merci Valérie. Donc, on voit bien que vous avez des données de qualité qui peuvent être très intéressantes pour les annonceurs. Donc, la prochaine question est pour Laure. En matière de mesures, que pensez-vous que l'industrie doit développer pour assurer le succès continu du DOH programmatique? Alors, pour moi, il y a deux choses. D'abord, Valérie en a parlé tout à l'heure, c'est les audiences. Donc, pour être efficace, on doit déjà acheter le bon nombre d'impressions. En France, il y a deux organismes certificateurs qui sont Mobimétrie pour l'outdoor et le CESP, notamment pour l'indoor. Il y a de plus en plus d'acteurs certifiés comme les médias de transport sur le indoor. Il faudrait que ce nombre d'acteurs certifiés en indoor augmente et également qu'on aille vers des mesures d'audience toujours plus dynamiques.
Le CPM, c'est la monnaie d'achat. Donc, effectivement, on doit être sérieux et on doit standardiser au maximum les démarches pour crédibiliser le DOH. La deuxième, c'est, on en a aussi parlé, mais je vais le redire peut-être un petit peu différemment. Je pense que l'industrie a gagné à sortir du 100% données mobiles. Il y a des initiatives comme celles qui sont faites par Média Transport ou par d'autres acteurs des centres commerciaux pour valoriser leurs propres données. C'est eux qui savent le mieux quelles sont aussi les données les plus pertinentes dans leurs univers. Et c'est important, en fait, une third party data, elle est intéressante parce qu'elle permet de pouvoir scorer l'intégralité des univers, mais il y a une question de reach, elle n'est pas forcément la plus pertinente pour tous les univers. Donc, nous, on travaille donc sur donner accès aux données first party, donc tout ce qui va être capteur, comme on a parlé Valérie, aux données second party, le retail, les aéroports, et surtout à la structuration de cette donnée-là au sein d'une DMP qui est connectée à notre DSP pour pouvoir proposer autre chose que la donnée mobile. Donc, sortir du 100% données mobiles et avoir toujours des acteurs, toujours plus d'acteurs certifiés sur les audiences en France par Mobimétrie CESP. Merci Laure. Ouais. Valérie. Je voulais juste compléter évidemment que je suis complètement d'accord avec Laure, l'audience certifiée, l'audience en temps réel. Et si je peux me permettre en même temps d'exprimer un vœu, ce serait parce qu'on a tous des méthodes ou des partenaires différents. Nous, on bosse beaucoup avec Simaris depuis tout le temps, récemment plutôt avec Retency. Il faudrait très vite que ce média adopte une mesure d'audience unique. Ce serait quand même très simple, unique, fiable, certifié. Et puis, si on peut faire un rêve encore plus fou, il faudrait, puisque nous, on va de plus en plus vers du coup aux 1000 audiences, il faudrait qu'on arrive à avoir un CPM audience, des indicateurs de performance qui soient les mêmes pour tous les médias. Et là, je crois qu'on aura vraiment fait un grand pas. Mais déjà, entre nous, si dans la publicité extérieure, on peut tous adopter à peu près les mêmes méthodologies, déjà, c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup. Je continue avec la dernière question du webinaire avant de passer au Q&A. Celle-ci est pour vous deux. Donc, si vous voulez que le public retienne une seule chose de ce webinaire en ce qui concerne l'efficacité du PR, du programmatique DOH, quelle serait-elle? Alors, moi, juste 2 points, puis après, je laisserai Valérie conclure. D'abord, retenir que le CPM vidéo du DOH, c'est un CPM qui est extrêmement compétitif sur le marché. Et ensuite, qu'on a vraiment une efficacité prouvée sur notamment la considération et le fait de générer du trafic dans les magasins, sur les sites, dans les applications. Plus 16 points, c'est le chiffre qu'on a pu mesurer après 70 campagnes programmatiques. Le dernier, c'est que le média programmatique de DOH est un média qui a été rendu comparable notamment par les CPM, par la flexibilité, etc., mais qui nécessite de bien comprendre les univers et les environnements, qui nécessite une data qui est spécifique et donc qui est disponible notamment sur des DSP spécialistes et spécialisés en DOH. Et moi, pour conclure en une phrase, parce qu'il y a beaucoup à dire sur tous les avantages de ce média, mais ce qu'il faut retenir sur le DOH, et en particulier grâce au programmatique, c'est que ce média a tous les avantages des grands médias, et en particulier de la télévision, qui est, comme vous le savez, aujourd'hui sur une pente plutôt descendante, en tout cas en termes de durée d'écoute et de cibles jeunes. Donc, on a les avantages d'un mass média en ayant évolué énormément ces dernières années sur la flexibilité, l'hyper souplesse des médias comme les plateformes digitales. Donc, c'est un média qui réunit en fait le meilleur des deux mondes, le meilleur des mass médias et le meilleur de l'utilisation tactique des plateformes digitales.
Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On peut passer maintenant aux questions du public. Donc, je vois qu'on en a 4. La première est pour Laure. Bonjour. Pourriez-vous donner un peu d'explication concernant comment sont calculés les points de considération, de compréhension des campagnes? Oui, bien sûr. Donc, d'abord, ce qui est important, c'est qu'on fait appel à un mesureur tiers parce que nous, on considère que chez Epidemics, on considère que c'est important de ne pas être jugé parti et que la performance ne doit pas forcément être calculée par les mêmes que ceux qui font la campagne. Donc, ce mesureur tiers, c'est lui qui est garant en fait d'abord de retrouver des exposés, des non exposés. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un panel qui est frais, on va dire, pour chaque campagne. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller retrouver, avec les mêmes techniques que le retargeting mobile, en fait, on va aller chercher et demander aux gens de répondre à un survey, à une enquête quand ils ont été exposés au panneau. Donc en fait, on va recibler sur les mobiles qui ont été à proximité des panneaux, les personnes qui ont été exposées à la campagne quelques jours après leur exposition à la campagne. On va leur demander s'ils veulent participer à cette enquête, s'ils ont vu la campagne, et en fonction de s'ils l'ont vu ou s'ils l'ont pas vu, c'est là où en fait on va travailler sur ces deux groupes et dire qu'ils ont été exposés ou ils n'ont pas été exposés à la campagne. Et ensuite, on leur pose les mêmes questions, à savoir quelle est l'image, comment vous noteriez l'image de la marque, est-ce que vous comptez vous rendre en magasin ou acheter ce service? Ça, c'est pour la considération. Est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous la connaissiez avant? Ça, c'est pour la notoriété. Parfois citer en citant effectivement d'autres concurrents. Donc, et ensuite, on va comparer l'écart de résultats entre quelqu'un qui a été exposé, qui n'a pas été exposé. Ça nous donne en fait cette mesure de plus 16 points, comme vous avez vu sur la considération, sur quelqu'un qui a vu la campagne et quelqu'un qui n'a pas vu la campagne. Donc certainement, en général, avec de la répétition, c'est aussi quelque chose, on leur demande combien de fois ils ont vu la campagne. Ça nous permet de montrer qu'en fait, plus il y a de la répétition, plus le score de considération et plus les performances sont bonnes. Et donc, c'est ça qui nous permet de différencier ces deux groupes, de retrouver les exposés, de calculer en fait l'augmentation de la considération ou de la compréhension des campagnes, par exemple. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, il y a une question pour Valérie. Alors, il y en a 2. Comment est-ce que la programmatique s'intègre pour vous avec les ventes traditionnelles? Et comment tarifiez-vous votre offre programmatique? Alors, nous, on a pris le parti de ne pas faire de distinction, en fait, dans la commercialisation au sens équipe commerciale. C'est-à-dire que même si les campagnes passent par les plateformes, le chiffre d'affaires est reversé dans le compteur de chaque commercial. On a une organisation aujourd'hui essentiellement par agence média. Donc, en fait, le chiffre d'affaires qui est réalisé via les plateformes redescend dans le compteur des commerciaux. On a souhaité, par cet acte fort quand même, démontrer qu'il n'y avait pas d'opposition entre le programmatique et une force de vente, j'allais dire traditionnelle ou en tout cas physique. C'est absolument pas opposé, c'est extrêmement complémentaire. On sait bien que si la tendance va vers l'automatisation des achats, pour autant, on aura toujours besoin, et c'est heureux, d'avoir des équipes pour défendre les environnements et leurs particularités. Ça, c'est pour répondre à la première question. Sur la deuxième question, en fait, vu qu'on avance vers, et grâce au programmatique, essentiellement vers du co-mille à l'audience, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, parce que ça c'est une vraie évolution, parce que l'affichage, il faut se souvenir qu'à l'époque, on l'achetait à la face, et que certains encore, pas forcément les plus modernes, continuent à acheter, pourraient être tentés de continuer à acheter le numérique à la face, au log. Ce n'est pas du tout l'objectif recherché, notamment avec tous les efforts d'audience qu'on a menés. Donc, le nouveau standard devient le co-mille à l'audience dans l'affichage, et on est les uns les autres sur des coûts au mille qui sont sous contrôle de l'or, à peu près qui se situent entre 8 et 15 euros du mille. Ça peut aller plus haut sur certains environnements ultra premium, ultra ciblés, mais globalement, ça nous positionne quand même comme un média super compétitif, en tout cas par rapport aux autres.
C'est ce qu'il faut surtout avoir en tête. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question pour Laure. Donc, bonjour. La question est plutôt, oui, pour Laure. Donc, serait-il possible dans un futur proche d'acheter, comme pour le digital, à l'audience, selon la data, le DSP fait au mieux selon l'inventaire disponible chez tous ces régies au réseau? Oui, alors c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une même data. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour nous, c'est celle d'AdSquare qui va scorer tous les panneaux, toutes les régies, et qui va permettre d'acheter là où c'est le plus pertinent. Donc, qui va permettre d'acheter là où c'est le plus pertinent. Aujourd'hui, il y a une limitation, c'est que on est quand même encore sur un système, on ne l'a pas expliqué, mais de private marketplace. On n'est pas en open exchange. Donc, on doit quand même passer par des deals, mais de plus en plus maintenant de régies en fait ont des always on deals, donc des deals qui sont ouverts et qui permettent en fait au bidder de faire son travail d'optimisation de DSP comme sur le web. Donc la limitation, c'est qu'on doit encore passer par des deals. Maintenant, nous, en tant que spécialistes effectivement du DOH, on est en train de travailler justement sur la possibilité de ne pas déclarer tous les deals et de pouvoir vraiment optimiser, de permettre de passer ces scores au panneau qui sont spécifiques au DOH et qui sont différents en fonction des heures directement à l'algorithme d'optimisation, donc de pouvoir optimiser sur une audience en multirégie. Donc aujourd'hui, c'est déjà le cas. La même data score tous les panneaux. Simplement au niveau de l'achat, on va devoir segmenter un petit peu des budgets par media owner du fait de cette private marketplace. Mais voilà, nous, on travaille sur le fait de pouvoir vraiment travailler comme sur de l'open exchange et pouvoir directement avoir un algorithme qui prend en considération ce score dans son achat et qui va optimiser et aller chercher les audiences les plus pertinentes en temps réel. Parfait. Merci. Prochaine question. Un QR code inséré sur un visuel DOH est-il pertinent pour tracer encore davantage le prospect? Bah oui, bien sûr. C'est de plus en plus utilisé dans les campagnes, c'est facile. C'est vrai que maintenant, le téléchargement du QR code, c'est beaucoup plus rapide qu'il y a encore quelques années. Donc, oui, bien sûr. Bah, nous, on a des campagnes en ce moment, notamment, je pense à une pour une grande cause qui est je veux aider.gouv, où justement, on incite les jeunes à télécharger le code barre pour aller directement vers le site. Ça ne fait que favoriser l'efficacité des campagnes et ça permet bien évidemment d'avoir une mesure sur l'efficacité de la campagne. D'accord, merci. Il y a de plus de questions, donc on va passer à la prochaine. Quelle part de marché possède le DOH en France en 2022 et quelle est la part de marché du programmatique DOH et la prévision pour 2023? Bah, la part du programmatique au sens large, j'imagine. Je sais pas. Bon, la part du programmatique au sens large, sauf erreur, Laure, je crois qu'on doit être pas loin des 60% de l'achat du digital. Plus de 60% se fait maintenant via du programmatique, si je ne dis pas de bêtises. Ça a peut-être encore augmenté, mais c'est ce que j'avais en tête. Oui, c'est ça, et même un peu plus. Et sur le programmatique DOH, il n'y a pas de chiffres encore qui ont été donnés, Ouais. mais c'est vrai que c'est à travers les différentes régies, plutôt. Donc, Valérie qui a commencé en milieu d'année dernière, comme elle le dit, on est autour de 2%. D'autres régies voilà, communiquent. Globalement, on va être effectivement au maximum à 8%, je pense, aujourd'hui, de part de marché programmatique sur le DOH. Tu me corriges, Valérie, mais de ce que j'entends, ça se situe en fonction un peu de la maturité, c'est ça, oui, après, bon, moi, c'est vrai que quand je vous disais tout à l'heure 2%, c'était par rapport au chiffre d'affaires global, c'est-à-dire le chiffre d'affaires global de Média Transport. Si maintenant, on prend uniquement le focus CA digital, c'est 9% déjà. D'accord, voilà, c'est ça. Et sachant que l'année dernière, on avait sur nos 2700 écrans numériques, on n'en avait mis que 800 à disposition. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que cette année, ça va augmenter. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir au UK, parce que
puisque ce webinaire est organisé par View, qui est à Londres. UK, je crois qu'ils sont déjà autour des entre 8 et 10% de part de marché, et aux États-Unis, c'est bien plus développé. La part du programmatique sur le DOH aux States, j'ai lu ça dans une étude Magna, c'est presque 40%. Donc, et c'est logique, c'est logique qu'on soit sur des trajectoires aussi importantes, compte tenu justement de toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'il faut bien quand même le reconnaître, manquaient à notre média. On était très en retard. Et aujourd'hui, on est en train vraiment de se remettre à niveau par rapport aux plateformes digitales qui sont clairement aujourd'hui devenues nos concurrents. Donc, si on a la même trajectoire que les plateformes, Laure, on sera très contente. Tout à fait. Et puis, Joss, qu'on connaît bien, c'est qu'en Belgique, le marché est très programmatique, et on espère aussi que la France suive le même trend. On est sur des forts taux programmatiques, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. Prochaine question. Quel est le niveau de répétition recommandé? Ça, c'est une question, merci de la poser. Quand on fait une campagne, en tout cas en affichage papier, on a des niveaux de répète qui sont au-delà de 5, 6, 7. Au-delà, on peut quand même dire que c'est de la saturation. Bon. Mais c'est à peu près ces niveaux-là qu'il faut avoir en tête. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, si on a adopté, ou en tout cas quasiment toutes les fonctionnalités du digital, Laure l'a dit, et je le répète, on n'est pas dans le même contexte d'utilisation. Ce n'est pas la même expérience d'utilisateur, au sens où je ne suis pas derrière mon écran one-to-one. Et voilà, il faut admettre aussi le fait que quand on passe devant un écran dans le métro, on le regarde, mais on ne s'arrête pas devant. Bon. Donc, c'est toutes ces particularités qui font qu'il faut, Laure, tu es beaucoup plus technicienne que moi, mais avoir des niveaux de répète qui soient quand même assez importants, beaucoup plus importants en tout cas que ce qui est fait par ailleurs sur le digital. Oui, c'est ça. On n'a pas ça dépend beaucoup des environnements, parce qu'on n'est pas dans un même contexte, comme tu l'as dit Valérie, entre un aéroport, on a des gens qui vont revenir dans des environnements, et donc on va devoir allonger la durée des campagnes, faire des campagnes d'au moins 3 semaines pour se dire on va répéter, ou alors on va cibler une plage horaire à un moment donné. On va avoir une cible extrêmement précise, mais on doit la retrouver à d'autres moments. Et donc, en fait, c'est tout le jeu entre couverture et exposition que les agents spécialistes connaissent bien, mais qu'en général, les trading, la partie digitale et les trading index sont un petit peu moins habitués à jongler sur ces KPI. Donc, c'est aussi à nous, en tant que spécialistes du secteur, de mettre en avant ces règles-là, d'aider à les comprendre. Donc, par exemple, dans les reportings, de pouvoir voir que quand les gens disent avoir été exposés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à la campagne, on voit qu'ils ont des scores qui augmentent. Et je pense que ça peut être une première réponse de regarder par rapport à sa marque, parce que c'est quand même un petit peu différent en fonction des marques. Quand on fait une campagne pour Coca, avant de bouger un point de notoriété, il va falloir quand même investir massivement. Quand on fait une campagne sur une nouvelle marque naissante, on va très très vite gagner des points de notoriété. Et donc, mais il va falloir quand même répéter effectivement un petit peu plus souvent le message. Donc, moi, je dirais qu'à partir de 4, on commence à être efficace. 4 répétitions, on commence à être efficace. Et en général, dans les médias, on sait qu'on a un petit peu un plafonnement autour de 7-8 répétitions. Ça commence un petit peu à caper. Donc voilà, ça varie. C'est le rôle des plateformes et des agents spécialistes d'accompagner en fait les traders dans cette voie-là, de donner les bons indicateurs sur les plateformes pour pouvoir l'observer. Et on va dire que ça se situe déjà entre 4 et 8, quoi, à peu près. Parfait, merci. Il nous reste 2 minutes, donc je vais juste terminer avec la dernière question. Celle-ci, elle est pour Valérie.
comment faites-vous lorsqu'un annonceur local veut diffuser une campagne alors qu'il ne possède pas de spot? Êtes-vous en capacité de produire le spot pour lui? Oui, oui. Malheureusement, pas encore en interne, mais on est en train d'y réfléchir parce qu'on a un pôle graphiste qu'on aimerait sans doute faire évoluer. En revanche, on a des partenariats avec soit des freelances ou des agences et qui permettent d'avoir une mise sous format extrêmement rapide et très économique. C'est vraiment pas. Vous avez la question est très importante parce que c'est vrai que souvent les annonceurs locaux n'ont pas de moyens, n'ont pas d'agence surtout. Ils ont un petit peu de moyens, mais ils n'ont pas forcément d'agence. Donc, on est capable aujourd'hui d'apporter une solution globale avec la créa clé en main. Parfait. Je crois que c'est la plupart des régies qui font ça. Hein. Ce n'est pas une particularité à Média Transport. Donc, on a tous développé ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est maintenant la fin de ce webinaire. On va partager l'enregistrement de ce webinaire via mail et on répondra aussi aux dernières questions qui restent. Donc, je tiens à vous remercier tous d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous.